Pour commencer, très simplement, je vous propose de visualiser ce tableau d'ensemble à partir de chiffres que vous avez déjà entendus dans la presse, que nous avons mis en avant sur les réseaux sociaux et qui me semblent déterminants. Ce sont des chiffres qu'il faut marteler vraiment dans les médias, autour de nous, dans les discussions, et pour vous dire très simplement, pour illustrer le niveau de notre école aujourd'hui. Alors, évidemment, vous avez tous entendu des chiffres sur le niveau. Il faut les avoir en tête. Je vais prendre deux matières, la lecture et les mathématiques, enfin 2 points, lecture et les mathématiques, mais vous imaginez bien que c'est vrai pour l'ensemble des disciplines enseignées. En lecture, l'enquête la plus impressionnante, c'est quand même l'enquête Pearce en 2016, qui nous place, nos petits Français à l'école primaire 29e sur 40 pays de l'OCDE. Pour que ce soit parlant, ça veut dire qu'on est avant-dernier des pays de l'UE, juste devant la Belgique francophone. Peut-être pour les mêmes raisons. On a également un chiffre terrible, c'est celui de la DEPP, donc l'organisme de prospective et d'études de l'éducation nationale, qui indique qu'en 6e, 30% des élèves qui entrent en 6e ne savent pas lire. Ne savent pas lire du tout. Les évaluations de rentrée de 2020 allaient dans le même sens. Seuls 53% des élèves entrant en 6e avaient une lecture fluide, qui est capable de décoder un texte, ça ne nous dit pas s'ils sont capables de le comprendre, mais en tout cas de le lire naturellement, et on tombait à 34% dans tous les établissements de zones prioritaires. Vous avez un graphique que je trouve très intéressant, le visuel qui a été mis sur Reconquête, puisque ça vous donne les résultats du niveau des élèves en dictée. En primaire, c'est une étude que le ministère de l'Éducation nationale a fait sur 30 ans, et il vous montre le nombre d'erreurs qui étaient faites de 87 à 2015. Et alors on voit une augmentation, par exemple en 87, il y avait 31% des élèves qui faisaient moins de 5 erreurs, contre en 2015, 8%. Voilà. Ce qui est encore plus intéressant quand on regarde cette enquête en détail, c'est que vous avez des catégories dans la dictée, on voit où les élèves font des fautes, et ce qui me semble une preuve à l'encontre des pratiques pédagogistes de ces 30 dernières années, c'est que l'augmentation des fautes se situe non pas par exemple sur la maîtrise du lexique, mais sur la confusion des homophones entre a, ou, c'est-à-dire ce qu'on travaille avant en grammaire, dans les exercices en classe, et à mon avis, la corrélation entre le recul de l'enseignement de la grammaire à l'école et ces résultats est très clair. C'est une causalité, c'est une conséquence de ces pratiques. On y reviendra. Deuxième exemple en mathématiques, bon, là aussi, on est, selon l'étude Teams de 2016, on est dernier en UE, en Union européenne, et avant-dernier des pays de l'OCDE, derrière le Kazakhstan. Pour vous donner une idée. Étude CEDRE 2020, entre 2014 et 2019, on constate en mathématiques un effondrement du niveau, toutes classes sociales confondues. Alors ça, c'est un point déterminant parce que nos adversaires ont souvent l'argument de la massification scolaire pour dire en réalité, mathématiquement, la moyenne baisse, mais les meilleurs sont toujours les meilleurs. Mais c'est faux. C'est faux. Le niveau des meilleurs diminue également et ça a des conséquences très nettes dans le supérieur. Un collègue physicien, chercheur, une pointure dans son domaine, qui a enseigné à l'international, qui a beaucoup d'expérience, m'a expliqué qu'on commençait à voir que s'il restait un vivier d'élèves excellents qui pouvaient assurer pour l'instant la pérennité de la recherche française, ce vivier ne cessait de se raréfier, et que là où il y avait 10 élèves il y a une trentaine d'années issus de lycées diversifiés, c'est-à-dire pas simplement les grands lycées des métropoles, mais y compris des petits lycées de région, eh bien aujourd'hui, si au lieu des 10 élèves, on en a 1 ou 2 et qui viennent de lycées en particulier qui entretiennent une forme d'entre-soi, ce qui est déjà une des premières conséquences sur lesquelles on reviendra, je pense, c'est-à-dire qu'au nom de l'égalité, l'égalitarisme qui s'est dévoyé dans l'école, c'est le premier paradoxe, a conduit à un accroissement des inégalités et une fuite vers le privé, on reviendra un peu après. Le second point, second chiffre à avoir vraiment en tête, et celui-là il est terrible, sont les chiffres qui concernent le climat scolaire, c'est-à-dire l'indiscipline, les violences dans les établissements et la solidité de l'institution. Vous avez une étude PISA, une partie de l'étude PISA de 2018 qui nous place 61e sur 64 pays de l'OCDE quant à l'indiscipline en classe. Autre chiffre que je trouve encore plus frappant, un rapport du Sénat en 2018 présenté par le sociologue Benjamin Moignard montrait qu'en Île-de-France, il y avait chaque jour 2536 collégiens exclus. Alors, le chiffre est énorme. Il faut comprendre que quand je parle d'exclusion, pour les collègues qui enseignent, ils connaissent bien ça, c'est-à-dire des fois, c'est malgré la gravité de l'acte, c'est une journée, 2 jours, 3 jours d'exclusion, et dans le pire des cas, ils changent d'établissement.
Mais ça nous donne une idée quand même de l'envergure de ces problèmes de violence. Vous avez d'ailleurs un des visuels également qui montrait qu'il y avait sur 10 ans dans les collèges et lycées plus de 80% d'augmentation d'incidents graves déclarés pour les lycées généraux. Alors sans doute que ça suit là aussi l'évolution de l'orientation, c'est-à-dire des élèves qui auparavant auraient été orientés en professionnel ou en apprentissage et qui se retrouvent dans des situations difficiles à vivre individuellement, c'est-à-dire quand on va dans une voie générale et que chaque jour on est confronté à son propre échec et que rien dans les matières ou dans le parcours scolaire vient nous valoriser, ça explique aussi pour certains, on verra que l'autre partie de l'explication c'est peut-être l'impunité et le manque de respect de l'institution dans le dérèglement intérieur, dans le fonctionnement interne, mais je crois que cette question d'orientation fait partie de ça. Bon, alors ces chiffres-là sont des marqueurs de la situation de notre école. Quand on a commencé à s'engager dans cette campagne du côté des profs ex aequo et qu'on a écrit une tribune qui a été publiée dans le Figaro Vox en octobre, le premier constat, on n'était pas les premiers à le faire, mais on avait envie de le dire au fort, c'était que nous étions en train d'assister à la fin de l'école républicaine telle que le concevait la tradition française. Je voudrais essayer de présenter rapidement les différents aspects de cette réalité. Pourquoi la fin de l'école républicaine? Tout d'abord parce qu'on assiste à la fin de la méritocratie. La fin de la méritocratie qui, là aussi, paradoxalement, toujours au nom d'une idéologie de gauche qui se veut égalitaire, a abouti à un repli vers l'enseignement privé. Je ne jette d'ailleurs pas la pierre à l'enseignement privé qui a pu conserver une partie de l'excellence française ou qui s'est battu pour une partie de conserver cette excellence. Mais enfin, il suffirait, je sais que c'est un peu méchant, mais il suffirait de faire une enquête de sociologie sur la scolarisation des enfants d'enseignants entre le début des années 80 et aujourd'hui, et on verrait que les collègues eux-mêmes scolarisent massivement leurs enfants dans le privé. Je ne leur reproche pas, d'ailleurs, je comprends très bien. Ce qui me fait sourire, c'est l'écart entre leur intention de vote et leur pratique, on va dire. Donc, on a un repli vers le privé, on a un entre-soi qui se développe dans les grands lycées. Un collègue des profs avec Zemmour va raconter, par exemple, que lui-même, mathématicien, avait fait sa scolarité dans un petit lycée de province et puis avait, il y a une vingtaine d'années, été pris en prépa au lycée du Parc à Lyon. Et particularité, quand il a commencé à enseigner, il s'est retrouvé dans l'établissement où il était lui-même élève. Et donc c'était une quinzaine d'années plus tard, il avait fait d'autres choses entre-temps, et il a eu des élèves les premières années qui, d'après lui, étaient aussi bons que lui en mathématiques. Alors on parle donc d'élèves de terminale, pour lesquels il a fait des dossiers extrêmement développés, en expliquant pour la sélection de la prépa qu'il avait fait toute une partie de leur programme, et donc des élèves qui selon lui étaient meilleurs que ce que lui était quand il était lycéen. Aucune de ces trois élèves-là n'ont été prises, par exemple. Et pourquoi? Parce que les grands lycées dans les métropoles finissent par développer une sélection de lycées partenaires. D'ailleurs, on peut les comprendre, puisque le niveau est tellement médiocre et l'abandon d'une certaine ambition, d'une forme d'exigence dans les programmes scolaires et puis tout simplement dans l'enseignement, fait que le vivier se rétrécit. Là aussi, on revient à l'exemple que je donnais tout à l'heure. Vous avez sans doute entendu là, cette semaine l'annonce par le rectorat de la fin de la sélection à Henri IV et à Louis le Grand, qui là aussi, au nom d'une égalitarisme, va forcément bénéficier à l'enseignement privé où se réfugiera l'excellence. Donc, fin de la méritocratie. Abandon également des valeurs républicaines. Et c'est là où on voit à quel point l'école est à la croisée des problèmes qui se posent dans la société et au cœur de la campagne d'Éric Zemmour. Bon, la fin des valeurs républicaines, c'est tout simplement le renoncement à l'assimilation et la montée des communautarismes. Alors, tous les collègues qui ont enseigné en banlieue connaissent cette revendication vive des origines des élèves. Ça relève souvent de la compétition entre eux. Un seul point commun, personne ne se dit français. Alors même que 95% d'entre eux sont nés en France, personne ne se dit français, il y a un refus d'être français, il y a une affirmation des origines,
Et ce qui est terrible, c'est que ce réflexe que peuvent avoir certains élèves issus de l'immigration est conforté par l'attitude de l'institution. Je donne deux exemples. Lors d'une sortie que j'organisais avec mes élèves à Versailles, mes élèves du Val-de-Marne, un lycée où quasiment 100% de mes élèves sont d'origine immigrée, je vois qu'un élève parle avec son père au téléphone et le père s'agace de savoir quand il est sorti à Versailles, il dit à son fils apprends l'histoire de ton bled avant d'apprendre l'histoire de France. Et c'est terrible, il faut savoir qu'il y a un certain nombre de parents qui ont ça en tête. Que fait-on du côté de l'institution? Dans mon lycée, le rectorat a jugé bon, comme dans bon nombre de lycées du Val-de-Marne, d'afficher les drapeaux, donc de hisser les couleurs des pays d'origine de mes élèves. Donc il y en a 134 donc dans le hall de mon lycée. Chaque matin, quand je vais travailler, je passe sous 134 drapeaux. Algérie, Tunisie, Maghreb, Arabie Saoudite, Afghanistan, on a tout. Enfin, c'est terrible. C'est-à-dire qu'au nom de l'inclusion, de l'inclusivité, en fait, on renvoie les élèves à leur origine et on ne les incite pas à choisir la France. Donc, fin de l'assimilation. En même temps, on a une fin de la transmission de l'héritage français, puisque si en littérature, on refuse d'enseigner les grandes œuvres, si dans les préceptes pédagogiques, on renonce à la transmission, bon, bah, c'est un héritage qu'on leur vole. En tout cas, c'est un héritage qu'on se refuse à leur donner. Certains collègues de lettres, peut-être, voient année après année, quand ils font le baccalauréat, les descriptifs et le choix des œuvres. C'est une autre forme de renoncement à l'héritage quand on passe d'œuvres classiques à des œuvres engagées, si on veut être gentil, c'est-à-dire avoir des œuvres sur les migrants, on va avoir des œuvres sur le féminisme, on va avoir des œuvres politisées au lieu d'avoir Balzac, Hugo, Racine. Et c'est quand même l'une des catastrophes. Dans cette même abandon, on a une haine de la France qui se développe chez les élèves, et ils le disent parfois, c'est très triste de les entendre, mais monsieur, nous on n'est pas français, voilà, c'est terrible d'entendre quand on est enseignant des propos pareils. Et ce qui est encore plus grave, c'est que cette idéologie, elle est nourrie par tout un courant de gauche et d'extrême gauche dans l'éducation nationale. Bon, vous connaissez tous le courant décolonial, avec ce qu'on apprend à des élèves qui justement viennent de ces colonies. Enfin, il y a quelque chose de l'ordre de la nitroglycérine là-dedans. J'ai par exemple des élèves algériens qui entendent chez eux la propagande du FLN et ils arrivent à l'école française, on leur dit la même chose sur la guerre d'Algérie. Bon, ben, naturellement, ils sont convaincus que c'est la vérité et que nous sommes des monstres. Et vous avez des élèves qui vous disent mais monsieur, vous avez été 132 ans dans notre pays, donc s'il y a des débordements en France, ça n'est que justice et que retour de flamme. Bon, je crois qu'on en est quand même largement responsable. Quand on n'est pas dans cette propagande décoloniale, qu'est-ce qu'on voit dans les programmes d'histoire? La tendance, c'est Patrick Baucheron, Histoire mondiale de France, vous connaissez, il mettait en avant sa volonté de présenter, de prendre le pari de l'étrangeté, que Éric Zemmour avait résumé en disant que c'était surtout le parti de l'étranger, puisque systématiquement, c'était raconter les événements, mais du point de vue étranger. Et je ne parle même pas, ça rentre dans cet abandon des valeurs républicaines, de la propagande à l'école sur toutes ses formes, écriture inclusive, LGBT. Alors quand on dit LGBT, il faut voir ce que ça donne. J'avais été obligé d'assister avec mes élèves à une réunion comme ça dans mon lycée. On avait ouvert le lycée à une association LGBT qui a un partenariat avec l'Éducation nationale. Toutes les classes de seconde et de première ont dû passer 1 heure ou 2 heures avec cette association. Et tenez-vous bien, on ne leur parlait pas simplement de LGBT, on leur expliquait le racisme systémique. Et on disait à mes élèves qu'en France, l'éducation nationale pratiquait le racisme systémique et que s'ils étaient noirs ou arabes, peu importe leur niveau de compétence et peu importe leur travail, ils seraient ensuite discriminés. Enfin, c'est quand même c'est scandaleux et il y a une responsabilité de la part de l'éducation nationale effrayante là-dedans. Et puis enfin, il faut quand même terminer par le pire, c'est ce que nous avons vu ces dernières années, le péril islamiste, c'est-à-dire l'emprise islamiste dans l'esprit des élèves. Un collègue d'histoire des profs Zemmour me racontait par exemple que lorsqu'il étudiait, il faisait étudier à ses petits 5e ou 4e des statues grecques, les élèves mettaient des post-it pour cacher la nudité des statues en arguant aux professeurs que c'était pour pouvoir ouvrir leur manuel chez eux à la maison pour faire les exercices. Donc il y a une emprise comme ça qui peut être discrète, qui ne se voit pas forcément. Ça peut aller très loin. Vous avez tous entendu les témoignages de Didier Lemaire à Trappes qui explique comment c'est devenu impossible d'échanger avec ses élèves dans ses cours de philosophie. Je pense également à un ouvrage de Bernard Avet
qui s'intitule « Principal ou imam de la République », où il revient sur ce qu'il a vu pendant 20 ans dans son collège à Marseille, où en fait il était obligé de gérer les dealers dans son quartier avec l'imam local pour avoir la paix, pour pouvoir que ses élèves puissent être en cours, venir au collège en sécurité et qu'il n'y ait pas de zone de deal autour de l'école, et où on avait comme ça des imams qui avaient plus d'influence sur les choix scolaires des enfants que le principal lui-même. On peut aussi penser, je le vois en particulier dans mon lycée, mais je crois que c'est vrai dans tous les lycées de banlieue, à l'imposition progressive des pratiques religieuses musulmanes. Donc, par exemple, les revendications, on se souvient des années 2000 de repas scolaires sans porc, et la naïveté de ceux qui avaient encouragé ça, sans voir qu'aujourd'hui, c'est même pas ça qui est demandé. C'est des repas scolaires halal. En lâchant à chaque fois un petit morceau, on croit montrer sa tolérance, son inclusivité. En réalité, pas du tout. On sait d'un combat politique. Je ne parle même pas de la natation, par exemple, dans mon établissement. Il y a toujours, sur une trentaine d'élèves, 15 absents. Et je devrais dire 15 absentes, parce que les seuls qui vont en natation, c'est les garçons. Et là aussi, certificat de complaisance des médecins, aveuglement volontaire de l'institution, on a cette dynamique, et puis évidemment, les attentats, la mort atroce de Samuel Paty, cette réalité qui est là. Et pour donner un dernier exemple que je trouve encore plus triste, si c'est possible, parce qu'il est banal, j'ai eu beaucoup de témoignages de collègues dans les Protex Zemmour au moment des vacances de Noël, qui en souhaitant à leurs élèves bonne fête de fin d'année, joyeux Noël, bonne année, n'obtenaient pas de réponse dans la classe, et quand le collègue s'étonnait, les élèves répondaient « Mais nous, monsieur, on ne fait pas Noël, on ne souhaite pas bonne année parce que ça, c'est une pratique de couffard. » Voilà, là, il y a quelque chose qui est de l'ordre civilisationnel et qui montre bien la folie du renoncement à l'assimilation, du renoncement à la France. Un mot sur les causes. Les causes de cette situation, moi j'en vois 3. Le pédagogisme, l'égalitarisme et l'implosion du cadre scolaire que vivent beaucoup de nos collègues. Sur le pédagogisme, là aussi, je crois que grâce à Éric Zemmour et à cette campagne, les principaux préceptes sont devenus clairs, c'est-à-dire les méthodes actives, le soi-disant constructivisme qui ferait construire le savoir par l'élève lui-même plutôt que ce qui est décrit comme une pratique passive de l'enseignement, voire aliénante avec le par cœur. Et une conséquence à laquelle on ne pense pas, les chiffres dont j'ai parlé tout à l'heure sur la chute de la maîtrise de la lecture sont par exemple directement liés au renoncement de la méthode syllabique pour les méthodes globales ou semi-globales qui, en fait, quand on fouille le fond du débat, reposent sur des arguments aussi fous que apprendre par cœur ou pratiquer le PABA, c'est de l'aliénation, c'est faire des élèves des robots, un peu comme si on vous disait qu'en mathématiques, d'ailleurs on le dit en mathématiques aujourd'hui, et là, ces inspecteurs, apprendre ces tables de multiplication ne servait à rien, c'était aliénant, et qu'on pouvait faire des mathématiques sans s'entraîner au calcul, par exemple. Donc ça a été catastrophique. En grammaire, on l'a vu pour la dictée, c'est la même chose, on a renoncé à enseigner la grammaire. Ce qu'on ne voit pas souvent, c'est que on n'a pas renoncé simplement à enseigner la grammaire en français. On a renoncé à enseigner la grammaire en latin. On a renoncé à enseigner la grammaire en anglais, en LV2. Ce qui fait qu'en réalité, sur une année scolaire, par semaine, c'est plusieurs heures de grammaire qui ont disparu, pas simplement dans l'enseignement du français. Qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, quand moi je veux aider mes élèves de seconde, ils arrivent en seconde, ils ne distinguent pas un verbe d'un nom. Et par exemple, quand ils mettent il court au pluriel, ils mettent un S au verbe, ils m'expliquent, mais monsieur, c'est le pluriel. Pour eux, S, c'est la marque du pluriel. Que ne pas sentir qu'il s'agit d'un verbe et pas d'un nom, ça les dépasse. Ça, il y a quand même une responsabilité très claire, peu importe le niveau de départ, c'est quand même la pédagogie qui est responsable de ça. Que nous disent les inspecteurs? Il faut innover pédagogiquement. Quand je dis à mon inspectrice que mes élèves ne peuvent pas comprendre un verbe de racine parce qu'ils n'ont aucune notion des constituants d'une phrase, COD, sujet, tout ça, ils ne sentent pas la cohérence entre les mots. Elle me dit oui, mais c'est pas ça l'important. Il faut qu'ils soient actifs. Par exemple, vous pourriez faire une émission radio dans laquelle ils discuteraient, non, c'est vrai, dans laquelle ils discuteraient du sens de la pièce tel que vous leur fourniriez dans les résumés, et au moins ils seraient actifs et ils auraient une compréhension globale de l'œuvre. Bon, c'est quand même ça qu'on a en face de nous. Et ce courant pédagogique était légitimé par l'institution, par les inspecteurs, par les chefs d'établissement,
Un exemple tout bête, aujourd'hui, quelles pratiques sont récompensées dans mon lycée, par exemple, c'est les collègues qui vont faire des clubs de rap ou de salsa, alors qu'ils enseignent les langues vivantes, mais c'est ça qui va être mis en avant parce que ça donne une vie au lycée, c'est dynamique, c'est l'idée de l'enseignant qui doit être animateur. C'est vraiment, ça n'est pas du tout une caricature quand Éric Zemmour, par exemple, utilise cette expression dans les médias, c'est le but. Autre cause idéologique, c'est l'égalitarisme avec bien sûr ce que tout le monde connaît, le collège unique, la catastrophe du collège unique, qui au départ était une utopie quand même de gauche, allez, disons un bel idéal pour mettre tous les élèves ensemble et essayer de lutter contre les inégalités, mais là aussi la première conséquence c'était la fuite vers le privé et ensuite l'abandon des élèves qui auraient pu s'en sortir grâce à la méritocratie. Et c'est pour ça que les orientations que prend le ministre aujourd'hui, par exemple, comme on l'évoquait tout à l'heure avec Henri IV, sont terribles. C'est un abandon de ceux qui pourraient s'élever au-dessus de leurs conditions grâce à l'école républicaine. On parle souvent également de la démocratisation scolaire. Ça a été le mot d'ordre des années 80, le collège pour tous, le dogme de l'égalité des chances. Mais là aussi, l'hétérogénéité, même l'hétérogénéité dont on nous rebat les oreilles, c'est un euphémisme. Moi, dans mes classes de seconde, j'ai pas une hétérogénéité. J'ai un quart de la classe qui est à un niveau 5e, un quart à un niveau 4e, un quart à un niveau 3e et un petit quart à un niveau seconde. C'est ça qu'on appelle l'hétérogénéité, c'est ingérable. Et je pense que au collège, c'est encore pire en raison des questions de discipline et de gestion de classe. Ce nivellement vers le bas, avec en même temps le grand mensonge d'état des diplômes, que ce soit le baccalauréat ou le bac qui caracole à des 80-90% de réussite avec 50% de mention, qui ne veulent plus rien dire. Et en plus, ça s'accompagne du refus de transmettre dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire vraiment ce que j'appelle les bourdieuseries, les inspecteurs ou même les collègues qui ont en tête, croit-il, la sociologie de Bourdieu et vont expliquer par exemple qu'il ne faut pas corriger les fautes d'orthographe des élèves parce que c'est les discriminer socialement. Et effectivement, c'est vrai. Si vous avez des élèves dont les parents sont analphabètes, vous les discriminez socialement en les notant, dans un premier temps. Mais si vous ne le faites pas, vous les condamnez à vie à ne savoir ni lire, ni écrire, ni s'exprimer. Vous les privez de ce que l'école française aurait à leur offrir de meilleur, et c'est bien ça le drame. Enfin, le dernier point, le mot que tous les inspecteurs et tous les chefs d'établissement ont à la bouche, c'est l'implosion du cadre scolaire dans la classe, avec l'indiscipline, et aussi, on n'en parle pas souvent parce que ça n'est pas spectaculaire, mais par exemple, les bavardages, les chuchotements constants. Je pense que beaucoup de collègues qui enseignent au collège me le disent, ça peut être d'une fatigue, d'une violence même, au bout d'un moment, de se faire interrompre toutes les 2 secondes pour ramener le calme dans une classe, parce qu'un élève ingérable empêche le cours et prive tout le travail de l'enseignant de possibilités de réussite pour les autres élèves. Ça, c'est quand même une faillite de l'institution directement. On a la même chose dans les établissements, avec les intrusions de violence. Je me permets de donner 2 exemples personnels pour conclure, mais qui, je crois, sont partagés par beaucoup. Par exemple, dans mon établissement, sur 6 ans. Alors, c'est sûr, c'est pas tous les jours des événements spectaculaires, mais sur 6 ans, la première année, je suis arrivé, il y a eu un élève dans le coma, un peu comme dans les films américains, à la récré, une voiture arrive, ils descendent, ils ouvrent la portière, sauf que c'est pas des fusils, il y a quand même la touche française, ils descendent avec des pelles et des pioches, et ils viennent tabasser un élève devant le lycée, 3 mois de coma. 2 ans plus tard, intrusion dans le lycée d'une bande casquée à la récré, qui faisait un commando pour punir un des élèves. Ils sont arrivés avec des battes de baseball, avec une bombe lacrymo de type CRS, c'est-à-dire on a dû évacuer tout le lycée, une fois qu'ils ont fait éclater la bombe lacrymo, sans qu'on sache ensuite est-ce que ces jeunes ont été arrêtés, est-ce qu'il s'est passé quelque chose, est-ce qu'il y a eu des retombées. Et l'année dernière, dans mon lycée, on a eu devant le lycée une mise en scène d'exécution avec une arme réelle, chargée à blanc. Ils ont agenouillé un élève, ils l'ont menacé, ils ont tiré, c'était chargé à blanc. On a évacué le lycée là aussi en raison des tirs, mais même chose, c'est le pas de vague qui a primé. Et quand même, quand on est là à ces extrémités, on voit bien que cette école est finie si on ne se réveille pas. Et je crois que, en tout cas personnellement, c'est ça l'espoir que j'ai quand je vois Éric Zemmour, quand je vois cette campagne, quand je vois l'investissement de tous les collègues qui ont donné de leur temps, de leur énergie pour rédiger le programme, pour travailler à des articles, pour militer avec les prophètes Zemmour et pour imposer ce débat sur l'école qu'on nous refusait, parce qu'on sort quand même de 30 ans de déni sur ces réalités.
Voilà, ça fait chaud au cœur et je me dis en voyant ça que l'avenir peut être à nous si on gagne cette présidentielle et je crois qu'on la gagnera. Quand on gagnera. Quand on gagnera. Merci.